Ouais, c'est bon. Alors, vas-y, Ouais, ouais. Yvan, première question, est-ce que tu pourrais brièvement, quelques mots, nous présenter ta société, BIS? C'est quoi l'activité de BIS? Alors, on va plutôt dire le business de BIS, plutôt le business de l'hibiscus, c'est assez simple. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis venu en France à 16 ans pour faire des prépas à Stanislas, dans le 6e. Après, je suis allé à Auch, à Versailles. Après, je suis rentré à École Centrale. En 2012, mon constat était simple. La plupart de mes amis, plutôt français, de l'Afrique, ils ne connaissaient pas grand-chose, mais au moins, de ce que je sentais de positif, c'était la bonne humeur. Et je voulais retranscrire ça en construisant une marque. Mais il me fallait des produits qui étaient représentatifs un peu du continent. Et là, on va dire, j'ai flashé sur l'hibiscus, qui est la reine des tropiques. Je me suis dit, je vais essayer de démocratiser les boissons hibiscus, qui sont bu et approuvées du nord au sud du continent. Et là, j'ai construit la marque BIS. Et donc la gamme s'appelle la gamme BIS & Love. On a plusieurs produits. Donc l'idée, c'est de démocratiser les boissons hibiscus. On a démocratisé, donc on a plusieurs types de publics. On a ceux qui connaissent déjà, parce qu'ils ont fait des voyages en Afrique, ou alors parce qu'ils ont des origines africaines, et ceux qui découvrent, qui rentrent dans notre univers, qui veulent s'ouvrir, partager cette bonne humeur, promouvoir l'Afrique heureuse. C'est exactement ça. Donc l'idée, c'est vraiment de faire découvrir les trésors agroalimentaires d'Afrique en faisant sourire. Donc l'hibiscus, c'est un premier pas, un premier trésor. On travaillera d'autres trésors quand on aura fait nos preuves sur le business de l'hibiscus. Donc d'abord dans l'agroalimentaire, et après, derrière, l'idée, c'est de construire un univers autour de l'Afrique heureuse, d'autres activités, toujours en lien avec la marque BIS, et avec d'autres petites mascottes Mister BIS, dont les aventures rythment les sorties des produits. Et aujourd'hui, la gamme de produits, il y a combien de produits dans cette gamme de boissons? Alors aujourd'hui, la gamme de boissons comprend 4 produits. Donc comme je vous le disais, en fait, chaque produit est une aventure du personnage de Mister BIS. Donc on a le BIS & Love. Donc là, le personnage, en fait, qui est en Afrique, nous présente effectivement son breuvage marabouté à l'hibiscus. Donc ça, c'est la première, c'est l'introduction. Après, on retrouve le personnage en safari, on découvre qu'il est guide toubistique, toujours des jeux de mots, et là, il nous amène nos papilles en safari. Donc il nous fait visiter sa belle contrée, et lors de son safari, il fait une rencontre avec une touriste qu'on va appeler Eva. Il se passe ce qui se passe, donc le troisième produit s'appelle Boulou Boulou à la case, avec du gingembre et l'hibiscus, à voir bien près la mi-tombée, pour les amateurs. Et le quatrième produit, le personnage est marié, et là il vient en Europe, et là on l'a baptisé mariage blanc, qui est le mariage de saveur bisculturel. Donc là on a 4 produits, donc le mariage blanc c'est hibiscus, pomme, cannelle, vanille. Donc pour vous résumer, BIS & Love hibiscus nature, c'est l'introduction, une sorte de thé glacé. Le safari des saveurs, hibiscus, ananas, menthe et goyave. Le goulou, hibiscus, gingembre et vanille de Madagascar. Et le petit dernier, mariage blanc, hibiscus, pomme, cannelle et vanille. Donc l'idée, c'est de toujours travailler des produits d'Afrique tant que possible. Après, on veut vraiment ancrer l'univers de marque dans un imaginaire africain, de façon un peu décalée, pour qu'effectivement le consommateur se rappelle, puisse entendre la voix de l'Afrique dans les rayons de supermarché. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'aime à dire que les produits d'Afrique noire sont un peu dans le noir. Donc l'idée, c'est essayer d'apporter cette touche de bonne humeur, ce petit rayon de soleil là, et de montrer aussi qu'en grande distribution, ces produits-là peuvent plaire, et ça commence à plaire. Et l'hibiscus, quel a été ton coup de cœur, qu'est-ce qui a été le ressort personnel qui t'a dit, tiens, les gars, on se lance avec l'hibiscus? L'hibiscus, c'est simple. Donc, comme je vous le disais, quand j'arrive à la centrale en première année, rythmé par des cours théoriques, j'ai de plus en plus envie de renouer avec mes racines et montrer en fait, que l'Afrique est joyeuse. Donc j'organise des conférences sur l'Afrique où derrière le directeur de l'école assiste et valide effectivement cette démarche-là. Et je entre en vacances là en 2012 et c'est là en fait que ma tante me fait effectivement ce breuvage à l'hibiscus-là et je me dis c'est super. Et petite coïncidence, quand je reviens en cours, en deuxième année, en septembre 2012, là je me dis il y a une opportunité de mener un projet où on est soi-même le moteur du projet. Et là, il y a une opportunité aussi parce qu'il y avait des étudiants en fait, qui étaient au Burkina Faso qui avaient travaillé sur un projet en fait, de vulgarisation, de démocratisation de ce breuvage à l'hibiscus-là. Et je me suis dit, bingo, voilà, il faut le faire, il faut faire découvrir ces trésors-là d'Afrique au plus grand nombre. Parce qu'il faut voir que ces produits-là, c'est pas tellement l'innovation ne se trouve pas dans le fait de les mettre en bouteille, mais l'innovation se trouve au niveau de construire en fait cet imaginaire-là, de faire construire cet univers-là qui
permet à des personnes qui ne connaissent pas forcément de tester, d'aller tester un peu ces boissons à l'issue, ces produits, ces trésors d'Afrique-là, voilà, permettre de démocratiser ces trésors-là. Il faut voir que si on veut faire des similitudes, l'eau de coco, qui est un produit qu'on peut assigner à des produits d'Asie, ou l'aloe vera, ou alors d'autres saveurs qui viennent des Antilles, ont eu en fait ce succès-là parce qu'effectivement, ils ont trouvé leur marché avec une promesse qui était voilà, ces saveurs que vous avez pu rencontrer en Asie, ces saveurs que vous avez pu goûter dans tel ou tel pays, vous les retrouvez dans le rayon de votre supermarché. Donc là, c'est ça en fait, on veut bâtir en fait l'entreprise, cette promesse-là, faire découvrir ou redécouvrir les trésors agroalimentaires d'Afrique en faisant sourire. On voit ça avec Eau del Paso, qui est une marque en fait sur l'agroalimentaire mexicain qui marche très bien. Donc c'est simple, il y a un gap, c'est que la culture africaine est proche, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou on l'aime pas, elle est proche de la culture européenne, historiquement, mais malgré cette proximité, on se rend compte que l'univers culinaire africain ou agroalimentaire n'a pas suffisamment pénétré la culture européenne. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde, mais l'idée c'est de dire on va se porter garant pour faire de la pédagogie, on va essayer de proposer, pour faire découvrir. Donc c'est ça exactement qu'on veut faire. Parce qu'effectivement, on pense qu'il y a du sens, parce que le Mexique l'a fait, avec des saveurs au final exotiques, ça se ressemble, il y a une ressemblance au final entre l'Afrique et le Mexique. Et l'idée c'est de faire ça, et en plus en mettant un storytelling joyeux qui rappelle l'Afrique de façon assumée, voilà, qui rappelle ce qui peut être africain. On ne veut pas, on ne prétend pas représenter toute l'Afrique, c'est énorme, c'est 54 pays, mais en représentant en fait ce qui fait l'essence de ce que cette expérience africaine, ce côté joyeux, un peu fou, un peu décalé, voilà, ce petit voyage. C'est ça qu'on veut faire vivre aux consommateurs et derrière leur proposer toute cette gamme-là et qui demain peut permettre de valoriser les talents d'Afrique à travers diverses initiatives si effectivement la boîte se porte bien. Et j'aimerais revenir un petit peu, que tu reviennes sur ton parcours avant l'aventure BIS. Donc tu nous en as dit Centrale, enfin classe prépa et Centrale. Quand tu rentres à Centrale, tu rentres avec quelle motivation, tu as quelle idée derrière la tête? Déjà de vouloir peut-être monter une boîte, ou finalement tu étais, au moment où tu rentres, ou quand tu es en classe prépa, c'était sur un autre schéma de carrière à ce moment-là? Alors, pour être honnête, quand je rentre à Centrale Paris, je suis un peu déçu parce que je viens de rater l'X Polytechnique à une place. Donc j'étais un peu déçu. Mais aujourd'hui, je pense que Centrale c'est mieux. Ne pas couper au montage. Très honnêtement, quand je rentrais à Centrale Paris, la première chose que j'ai faite, parce que je suis quelqu'un de très motivé, je pensais faire du conseil en stratégie. Donc ce que j'ai fait en premier, c'est aller à la bibliothèque, emprunter un livre, je me souviens, écrit par Arthur Andersen, qui avait fondé un cabinet assez connu, et j'ai commencé à le lire. Donc ça m'intéressait, ce côté, voilà, user un peu de côté analytique et tout pour résoudre des problèmes de société, d'entreprise, donc ça m'intéressait beaucoup. Mais par effet de mode, énormément de mes camarades ont commencé à vouloir faire du conseil en stratégie. Et donc, ça, je me suis dit, non, j'aime pas faire comme tout le monde, il y a peut-être autre chose à faire. Et de plus en plus, je me posais la question de qu'est-ce que je peux apporter à mon pays, au Cameroun, et peut-être plus globalement à l'Afrique. Et je commençais aussi à regarder ce qu'avaient fait des anciens, des personnes du Cameroun ou d'autres pays d'Afrique, qui étaient passés par ces grandes écoles-là. Qu'est-ce qu'au final, ils avaient pu apporter au continent. Bon. Ma petite réflexion m'a amené à me dire que le meilleur moyen d'avoir de l'impact, ce serait de faire de l'entrepreneuriat, parce qu'il faut voir que l'entrepreneuriat de la diaspora, et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on va dire, l'immigration africaine en elle-même n'est pas encore si bien vue que ça, c'est que au jour d'aujourd'hui, la diaspora africaine a du mal à entreprendre, parce qu'il y a des freins administratifs et d'autres freins aussi. Donc je voulais un peu essayer de montrer que on peut être de la diaspora, mais on peut aussi apporter des choses positives à la France. Et donc ça, c'était un peu cette motivation-là. Ça fait partie en fait, des éléments qui m'ont poussé. Et en même temps aussi faire découvrir, être cet ambassadeur-là, et montrer qu'on peut faire les choses un peu de façon décalée. On peut effectivement faire énormément de mathématiques, faire de la physique quantique, mais demain se dire, ben voilà, on va essayer de vous faire découvrir les trésors agroalimentaires d'Afrique. De première vue, ça n'a rien à voir, mais je pense qu'il y a une cohérence dans la volonté de se découvrir en fait, dans l'aventure entrepreneuriale. Et je pense que j'ai un peu hésité justement pendant cette deuxième année-là à aller faire peut-être des mathématiques financières parce que j'étais à l'aise en mathématiques, mais je ne me retrouvais pas
ce chemin-là. Donc après l'avenir nous le dira, mais je ne retrouvais pas ma personnalité parce que je suis rieur, je blaguais, voilà. Donc je ne me retrouvais pas en fait dans cela. Effectivement, j'aurais pu gagner tout de suite beaucoup d'argent, mais je trouve que ça n'aurait pas, j'aurais pas eu l'impact. D'autres personnes l'ont fait, d'autres personnes pourraient le faire. Mais là, je me montre quand même que j'essaie de trouver mon unicité à moi pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Voilà, de construire des ponts culturels. Et ça, je trouvais qu'il y avait des choses à faire. Et à Centrale, il y a une culture entrepreneuriale, enfin, j'entends dans le cursus de la formation en elle-même. Alors oui, tout à fait. Centrale, pour faire un peu de la publicité, plusieurs fois été élue meilleure école entrepreneuriale dans le concours Petit Pousset qui prime des initiatives étudiantes. Donc oui, il y a une vraie culture entrepreneuriale. Effectivement, de plus en plus avec effectivement, tout ce qui est médias sur les startups, il y a de plus en plus naturellement en fait, des élèves qui s'orientent vers ces cursus-là, mais après ça reste encore assez minoritaire. C'est normal, parce qu'effectivement, quand on sort de Centrale Paris, on a énormément d'opportunités. Alors qu'une carrière dans les startups, du moins au tout début, ça n'offre pas forcément tous les avantages, notamment la sécurité financière et le côté un peu prestige que peut apporter effectivement certains emplois qu'offre Centrale. Donc oui, et j'ai été beaucoup soutenu, notamment parfois par l'école ou par des professeurs, notamment le professeur de la filière entrepreneur, M. Eric Langolet. Parce qu'il faut voir que moi, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale pendant que j'étais étudiant. Donc, à la fin de ma deuxième année, j'ai fait une année de césure, une gap year, où je me suis consacré uniquement à la vente de mes boissons que je faisais au porte-à-porte dans les restaurants de quartier d'affaires. Donc, l'école, effectivement, a permis cela, parce qu'elle n'aurait pu ne pas le permettre, en m'obligeant à faire des stages, mais non, elle m'a laissé cette liberté-là, d'aller tester mon idée. Et je pense que c'est ça qui a été décisif, et ça m'a énormément appris sur moi-même et sur comment ça m'a appris à vendre. Et ça a vraiment été décisif je pense, dans l'aventure, dans le business. Et pour ce que tu sais, connais de l'histoire de la culture de Centrale, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ça, à Centrale? Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de condescendance ou de mépris il y a encore 10 ou 15 ans vis-à-vis de l'entrepreneuriat, etc., etc. Alors, je dirais oui et non. Alors, oui, parce qu'effectivement, il y a 10-15 ans, les premiers entrepreneurs, c'était effectivement M. Eric Langolet qui a fondé la filière entrepreneur. Il n'y avait pas de cursus entrepreneur en soi. Donc il a fondé, effectivement, après avoir eu du succès dans son aventure entrepreneuriale, il est revenu à l'école pour fonder cette filière. Mais il faut voir aussi que l'école centrale a été fondée par des entrepreneurs. C'est des personnes entrepreneurs qui ont conçu l'école centrale. Donc c'était pas une initiative publique. Donc on va dire qu'il y a quand même un ADN entrepreneurial. Et même si juste après l'école, beaucoup ne se lancent pas, après 5 ans ou 10 ans, suite aux désillusions du monde classique de l'entreprise, pour certaines personnes, il y en a d'autres qui trouvent leur bonheur, beaucoup de personnes se lancent dans l'aventure entrepreneuriale. Voilà, il y en a, je dirais qu'il y a deux fois plus, juste des 5 ou 10 ans après, parce qu'effectivement, ils ont sûrement un réseau qui a été étoffé et ils peuvent souvent faire levier sur leur expertise qu'ils ont obtenue via des cabinets de conseil ou dans l'industrie pour effectivement construire leur société. Mais il y a de nombreux succès effectivement entrepreneuriaux qui motivent parce qu'aujourd'hui les bâtiments, par exemple dans le nouveau campus, notamment le bâtiment Bouygues, donc Bouygues c'est un entrepreneur, le bâtiment Michelin aussi c'est un entrepreneur, c'est sur les entrepreneurs centraliens. Donc ces entrepreneurs centraliens là, effectivement, ils sont très célèbres, mais parfois les gens occultent le fait qu'ils sont des entrepreneurs qui ont commencé petits. Parce qu'effectivement, entrepreneur ne veut pas forcément dire entrepreneur à succès. Il faut commencer petit et essayer de réussir. Donc je pense que oui, il y a ce côté entrepreneur, mais dans l'imaginaire collectif des étudiants à la centrale, ce n'est pas forcément des personnes qui ont commencé tout petit en sortant d'école. Donc je dirais que ça progresse, mais on n'est pas encore sur des campus américains. Mais je pense que l'école met en place des politiques pour atteindre ce niveau-là. Et alors finalement, grande école d'ingénieurs, si l'on est centrale, mais il n'y a pas tant d'ingénierie que ça. Exactement. Alors oui et non, il y a quand même de l'ingénierie, je m'en suis rendu compte en tombant en rupture de stock, il y a un peu d'ingénierie parce qu'effectivement il faut gérer de la logistique. Et effectivement en troisième année, j'ai fait du génie industriel.
Donc, et après, ça permet aussi, l'ingénierie permet de construire des process. Donc ça te permet d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Et je pense que ça va être la prochaine étape effectivement le business. Donc on commence à avoir des clients qui nous ramènent des listes de façon régulière. Donc construire des process pour permettre d'automatiser certaines tâches. Donc je pense que sur ce point-là, c'est assez intéressant. Après, je pense que c'est surtout de l'ingénierie de process et surtout un peu logistique. Après, moi, je pense que mon talent, si je peux me permettre, c'est d'enthousiasmer, de promouvoir ces produits d'après-là, parce que j'ai réussi à construire une identité de marque. Et je pense que là, c'est mon vrai talent, entre guillemets, je pense. Après, est-ce que c'est lié à l'ingénierie? C'est peut-être plus créatif qu'ingénieur, mais je pense que rien n'est perdu. Je pense aussi, pour le souligner, le fait d'être ingénieur central m'a longtemps permis de donner des cours particuliers de maths, et c'est comme ça aussi que j'ai financé mes premières bouteilles. Et quand j'étais étudiant, je donnais 10 heures de cours particuliers par semaine de maths à des classes préparatoires. Donc le fait d'être bon en mathématiques, ça aide. Je ne cracherai pas dessus. Et il y a peu de temps, vous avez une interview de Jean-David Chamboredon, un investisseur à la tête du fonds Isaïe. Et lui nous disait, alors c'est vrai que dans les start-upers, on retrouve effectivement beaucoup de diplômés ou fraîchement diplômés de grandes écoles de commerce, de grandes écoles d'ingénieurs. Lui nous disait, c'est aussi le fait que se lancer, entrepreneur, et tout particulièrement start-up où les choses vont peut-être aller vite, il faut avoir la faculté d'apprendre vite plein de choses. Et donc du coup, naturellement, on se dit que ces gens qui sortent de ces grandes écoles ont cette faculté d'apprendre vite et bien plein de choses. C'est aussi ça, tu penses, que tu as appris à l'école du coup? Alors oui, clairement. Je pense que c'est surtout aussi la capacité effectivement de résoudre des problèmes, pouvoir trouver des solutions, construire des solutions, et aussi le fait de pouvoir articuler, argumenter face à même en construisant des solutions commerciales, aussi être à l'aise avec les chiffres. Donc je pense que c'est essentiel. Et après le fait d'apprendre, apprendre à apprendre, effectivement, c'est quelque chose d'assez essentiel, notamment en école d'ingénieur, notamment en école centrale. Et même pendant le cursus des classes préparatoires, on apprend absorber énormément d'informations, les restituer ou les traiter. Je pense que c'est quelque chose d'assez important dans l'aventure entrepreneuriale. Après, je soulignerais quand même l'expérience humaine. C'est ce qu'on ressent, parce qu'au final, c'est une aventure humaine, avant toute chose, avant les chiffres et autres. C'est d'abord ce qu'on ressent. Donc ça dépend quand même aussi beaucoup de la personnalité, de comment on réagit face aux événements, et comment aussi on réagit face aux épreuves, comment on se relève, comment on arrive à trouver ces solutions-là. Donc, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité, et c'est aussi ce que nous permet de faire les écoles d'ingénieurs, parce que dans ces cursus-là, vu que le bagage intellectuel de la plupart des étudiants est déjà suffisamment important, il y a beaucoup de temps libre qui est consacré aux associations où les personnes peuvent développer effectivement leur personnalité. Je pense que c'est quelque chose d'assez clé qui permet au final de construire des gens qui ont des têtes plutôt bien faites, mais au final aussi ils ont des tripes et des capacités à ressentir, à avoir des intuitions pour mener à bien des projets.